Merci beaucoup. Alors, je vais essayer d'être dans les temps et je me mets sous la vigilance bienveillante de notre président Jean-Philippe Ferrière pour essayer d'aborder une question qui est à la fois vaste, mais surtout dont le périmètre n'est pas encore complètement établi. C'est ce que je vais aussi essayer de vous montrer. D'abord, je voudrais remercier bien sûr l'organisation de ce colloque de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Et puis je me suis réjoui, en voyant la création du CN2R, de voir la collaboration entre psychiatres d'enfants et psychiatres d'adultes, qui me semble une double compétence extrêmement importante dans le domaine aujourd'hui de la question du traumatisme. Alors, le deuxième point, c'est qu'il y a un autre exercice particulier que je vais avoir à faire, c'est que je ne suis pas un spécialiste du psychotraumatisme, et je vais faire ce que Talleyrand disait, c'est-à-dire il disait que l'art oratoire, c'est l'habileté à masquer son ignorance. Je vais donc essayer habilement de vous dire ce que disent les autres, et d'avancer un petit peu dans un domaine où bien évidemment, beaucoup de choses restent à découvrir, et on évoquait en aparté avant avec nos modératrices le fait qu'on pose plus de questions qu'on amène de réponses. Et pourtant, je me dis que c'est quand même une bizarrerie d'être trop... c'est qu'en fait, la question du traumatisme, et notamment en psychologie de l'enfant et en psychiatrie de l'enfant, est un processus qui est un processus extraordinairement naturel, évident. C'est-à-dire qu'on a pratiquement parfois confondu d'ailleurs traumatisme et trouble chez l'enfant, et qu'il y a aussi quelque chose sans doute d'une approche un peu sociétale qui fait que l'enfant pendant longtemps ne pouvait pas être vraiment traumatisé. C'est-à-dire que la notion de traumatisme n'était pas forcément liée du fait de la maturité. Je repense bien sûr à ce qu'on disait de la douleur à l'époque. C'est-à-dire qu'il ne vit pas le traumatisme, il n'est pas encore suffisamment mature dans son équipement psychologique pour le faire. En fait, on s'aperçoit que cette question-là est donc relativement récemment reconnue et encore relativement mal étudiée. La problématique aussi, c'est que bien sûr, à analyser la question du traumatisme, et je vais centrer mes propos sur les violences conjugales et peut-être les violences domestiques, c'est aussi, on est aux confins de champs, et c'est montrer l'importance du partenariat entre, bien sûr, les psychiatres, mais les psychologues, les sociologues, les anthropologues. Et je crois que c'est un enjeu, on parlait aussi de l'enjeu médiatique, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des phénomènes sociétaux qui viennent regarder, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou récemment, la fessée était devenue un traumatisme. Alors c'est sûr que, bien évidemment, on ne va pas parler de ces choses-là, et donc on va avoir des questions de définition à travailler entre nous, avec une littérature qui est une littérature souvent encore disparate. Alors j'ai pris des données parce qu'il faut des chiffres, sinon on n'est pas sérieux, et je trouvais ces chiffres 150-270 millions d'enfants exposés aux violences, ça c'est des données de l'OMS. Je me disais 1 euro par enfant exposé, ça fait quand même un beau budget hospitalier. Je trouvais que ça pouvait être un appel, si vous le voulez. Et quand on regarde sur des données plus récentes qui ont été produites par les services de santé aux États-Unis et au Royaume-Uni, on s'aperçoit que autour de 5% des enfants exposés à des violences sont adressés à des services référents. C'est-à-dire qu'en fait, il y a entre l'exposition et le fait qu'ils soient référencés un gap important. Bon, qui nous dit en même temps, attention, ils ne sont pas tous en situation d'être suivis, ou ils n'ont pas tous besoin de soins, mais probablement quand même qu'il y a aujourd'hui un sous-adressage et sûrement encore une très claire sous-estimation. Et quand on s'intéresse un peu plus à la question des violences conjugales, alors là aussi les données sont encore disparates, mais schématiquement j'ai trouvé 2 bases de données, une qui a été faite en Suisse et l'autre au Royaume-Uni, qui montrent que entre 20 et 30% des enfants sont soumis à des situations de violence conjugale. Alors, je vais passer vite parce que, bien évidemment, il y a beaucoup de questions de méthodologie qui rendent compte de la difficulté à donner des chiffres aussi nets. D'abord, la définition du traumatisme, je parlais des fessées, mais entre la fessée et la Kalachnikov, il y a quand même, on va dire, un gap entre le traumatisme direct, qui soit aigu ou chronique, ou le traumatisme indirect. Alors par témoignage, mais on sait aussi, par exemple, que la proximité territoriale, plus on est proche du lieu du traumatisme et plus on a des risques après, ou voire même ce qu'on a décrit dans les traumatismes par délégation, qui sont liés au fait que le parent est traumatisé, donc l'enfant va l'être. Donc ce phénomène de délégation rend compte de difficultés aussi. On mesure bien qu'aujourd'hui, le psychotrauma, on a encore un gros travail de définition de termes. L'autre point, c'est quand on parle de violence conjugale, bien évidemment,
on est amené à quand même à interroger la question de la pluralité des processus, parce que c'est rare quand même s'il y a des violences qui sont spécifiquement dirigées sur la mère ou sur le père, peut-être on en entendra parler, que l'enfant, là-dedans, il ne prenne pas de temps en temps des tirs accessoires ou qu'il ne soit pas dans les coins à prendre des balles perdues. C'est-à-dire que schématiquement, c'est difficile de dissocier la notion de violence conjugale de la violence domestique ou du climat de violence domestique. Et puis, beaucoup de questions aussi sur qu'est-ce qui se passe à court terme, qu'est-ce qui se passe à long terme. Et là, on voit que la nosographie, en définissant l'état de stress post-traumatique comme une entité clairement définie, omet toute une sémiologie qui s'installe progressivement. On le verra très vite chez l'enfant, qui se met en place avant même d'avoir une reconnaissance nosographique. Et donc, quand on fait des études, on essaye de caler de l'évaluation diagnostique, et on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça, parce que entre-temps, il y a tout un ensemble de handicaps, de difficultés qui se sont installés. Enfin, je vais terminer sur cette question-là rapidement. Beaucoup d'études portent sur la posteriori. Alors c'est toujours facile de se dire que quand un enfant va pas bien, qu'on regarde avant, on se dit, bah oui, on retrouve des choses, mais ça c'est l'analyse a posteriori. Et toute la question de la prédictivité aujourd'hui est posée, et la question de la valeur prédictive, et notamment en termes d'intervention, à quel moment on intervient, sur quelle modalité. Enfin, c'est un deuxième enfin, ce qui fait, bon, il faut parfois finir en deux fois pour cette diapo, c'est de dire qu'aujourd'hui, les modèles sont quand même des modèles qui se sont beaucoup inspirés dans le sens du psychotrauma sur des modèles développés chez l'adulte, à partir des modèles des vétérans. Bien sûr, ça a évolué, mais on a encore quelque chose qui est important en ce qui nous concerne, nous, psychiatres d'enfants, c'est la question de comment les processus développementaux sont impactés par les phénomènes traumatiques. Qu'est-ce que ça va donner là, qu'est-ce que ça va donner ultérieurement, et comment le développement peut jouer comme un facteur aggravant ou, quelque part, protecteur des phénomènes traumatiques. Un mot, parce qu'il y a une très grande enquête qui est en cours actuellement dans le National Child Traumatism Network aux États-Unis, où, bon, schématiquement, les chiffres, vous les avez, 29% d'exposition à des violences. C'est des données plus récentes que celles que je vous ai données, 4,5 d'état de stress post-traumatique. Quand on regarde dans des familles, des enfants accueillis en famille d'accueil, on passe de 5 à 21% d'état de stress post-traumatique, donc on voit qu'il y a des milieux vulnérables. Et puis vous voyez qu'on voit apparaître aujourd'hui dans les études la notion de violence domestique, et on voit aussi apparaître la notion de witness, c'est-à-dire d'être témoin dans les études. Il y a une grande série d'études, là je ne vais pas avoir le temps beaucoup de m'y attarder, qui sont menées au Royaume-Uni, qui utilisent un inventaire qui s'appelle l'Adverse Childhood Experiences, qui évalue de façon un peu systématique en santé publique les phénomènes d'expériences négatives, sociales et familiales chez l'enfant, et qui, vous le voyez, c'est pas inintéressant, commence à s'intéresser aux violences intrafamiliales chez la mère. Alors, je n'ai pas pour vous le montrer de pointeur, mais pour vous montrer que la notion de violence intrafamiliale commence à apparaître aujourd'hui, commence à sortir, puisque derrière la maltraitance physique et maltraitance sexuelle, derrière les pathologies mentales identifiées chez un des parents, on voit apparaître la notion de violence intrafamiliale, et qui est d'ailleurs nommée spécifiquement dans ces outils-là, violence intrafamiliale sur la mère. L'autre point important de ces études, alors je ne vous les ai pas datées parce qu'elles datent de 90 et elles durent jusque maintenant, c'est des études qui sont longitudinales, c'est qu'ils ont commencé à regarder s'il y avait des différences selon que l'enfant était victime directe du phénomène ou s'il était seulement témoin, et qu'il apparaît que les données sont beaucoup plus contrastées qu'il n'y semble. C'est-à-dire qu'être témoin, en tout cas témoin direct d'une violence, ça donne pratiquement autant de handicap que d'être directement soumis à ça. Alors, vous allez me dire que quand on est témoin direct, c'est rare qu'on échappe au coup qui suivra derrière. C'est-à-dire qu'il y a toujours un mélange. Je mesure bien que ces données doivent être prises, mais cette notion d'être témoin direct, aujourd'hui, semble en tout cas vouloir quand même marquer que le traumatisme existe chez ces enfants.
la question de la violence, je ne m'étendrai pas, c'est juste pour rappeler que cette exposition, elle est faite selon des schémas qui sont des schémas, et ça c'est un travail qui a été fait par des psychologues anglais, qui travaillent sur ce schéma-là, qui montre que l'exposition à la violence, et là je suis dans la violence domestique, mais et notamment la violence conjugale, si elle génère directement des problématiques comportementales qui sont plutôt du niveau internalisé chez la fille, du niveau, c'est-à-dire inhibition, anxiété, et du niveau externalisé chez le garçon, c'est-à-dire trouble du comportement, crise de colère. Il y a aussi un médiateur important qui est le stress maternel, hein, qui est une voix qui joue de façon importante, et on reviendra très vite, parce que je n'ai pas le temps de l'aborder, sur la question de l'attachement, hein, qui était sûrement un facteur clé dans ces processus aujourd'hui d'impact des violences domestiques. Alors, je voudrais prendre un temps, je dirais, dans la suite de Céline Chito ce matin, parce qu'on a vécu ensemble un moment douloureux dans une des unités qui est au CHU, d'une jeune fille qui est décédée. Et en relisant quelques-uns des documents écrits, elle a écrit des documents, et je vais vous en faire une lecture, et l'émotion m'évitera de vous en faire une lecture complète, mais j'en ai extrait quelques éléments, parce que je trouve qu'on parlait, Guillaume et Thierry parlaient ce matin du témoignage des patients. Je trouve qu'elle donne un témoignage, je trouve, très frappant de ce qu'est la violence intrafamiliale. Elle écrit dans un courrier qui est destiné à sa mère. Je ne sais pas au jour d'aujourd'hui si elle l'a envoyé ou pas, mais on en a retrouvé la trace dans ses affaires. Elle dit de sa mère, à l'intention de sa mère, elle dit « Tu partais le matin et la journée effaçait la soirée. Tu revenais en pensant que tout avait changé. » Cette idée que la journée avait nettoyé ce qui s'était passé la veille au soir. Elle dit, ce sont des fragments de ce courrier, j'entends encore le bruit des gifles sur ton visage. Elle écrit encore, on était trop petits, on se cachait sous le lit. Et enfin, elle écrit, ou en tout cas j'ai récupéré, pardon de ma subjectivité dans ce champ-là, chaque coup que tu recevais était comme une entaille. Et je trouve que ce témoignage, il est fort, bien évidemment, dans des circonstances qui sont émotionnellement fortes, mais il est fort parce qu'ils disent des choses que je trouve très importantes, et qui nous disent de ce qu'est le vécu d'un enfant soumis aux violences intrafamiliales et aux violences conjugales. D'abord, c'est qu'on efface la croyance, un peu l'illusion qu'on va pouvoir effacer le traumatisme. C'est-à-dire qu'on va à l'école, et puis, parce qu'elle parle d'elle quand elle dit à sa mère « tu vas au travail », mais elle dit « moi je vais à l'école, je me distrais, je pense à autre chose, et puis quand je reviens, je pense que tout va changer ». C'est-à-dire ce sentiment qu'il y a quelque chose qui va disparaître, et qui ne disparaît pas, et qui va générer la répétition. Le deuxième point que je trouve aussi très fort, et puis assez fort dans le traumatisme, tel qu'il est vécu par les enfants, mais je crois que chez l'adulte c'est la même chose, c'est le bruit, c'est la sensorialité du traumatisme. Le traumatisme, c'est pas seulement la représentation, c'est-à-dire que le son, la vision, l'olfaction arrive bien avant la représentation. Et que chez l'enfant, c'est encore plus fort, et quand elle dit ce que j'entends, c'est pas que mon père bat ma mère, c'est le bruit des claques que j'entends. Et ça, c'est important parce qu'on sait qu'aujourd'hui, cette marque mnésique de la sensorialité, elle se fait de façon très, très archaïque, ou en tout cas dans des structures qui sont des structures très peu corticalisées, ou très peu, où l'accès à la représentation est extrêmement fort. La troisième chose qu'elle écrit, elle dit je me cache, je suis trop petit, je me cache sous mon lit. Elle se cache pas parce qu'elle est menacée, elle se cache parce que c'est impossible de mettre du récit, de comprendre ce qui se passe. Et le niveau de développement psychologique, on le voit, est un enjeu important chez les enfants, c'est-à-dire que l'incompréhension de ce qui se passe, et la difficulté à retrouver un récit qui permet... Alors on le sait que c'est difficile chez l'adulte, hein, puisqu'on fait un travail de remémoration, de reconstruction, de consolidation mnésique, et de retravail là-dessus, mais chez l'enfant c'est encore plus terrible, c'est-à-dire comment mettons un discours cohérent, comment comprendre ces phénomènes, et se cacher, c'est quelque chose qui revient à des fonctions très, on va dire très primitives, de se protéger tout en même temps d'être incapable de comprendre ce qui se passe. Enfin, elle dit quelque chose qui, je trouve, très fort, c'est-à-dire, c'est la trace. Il y a une entaille qui se crée. Ça ne veut pas dire qu'il y a un état de stress post-traumatique qui est là, mais il y a une entaille. Et chaque coup est une entaille qui va comme on marque un bois progressivement, jusque, bien évidemment, et c'est le cas de cette jeune fille arrivée à la rupture de la branche. Alors, au-delà de ce témoignage que je trouve très fort et qui me semble dire beaucoup de choses, on s'aperçoit que
d'éléments qui montrent que la question du traumatisme ne peut pas se résumer ni à des entités nosographiques, mais qu'elle va s'exprimer chez l'enfant au travers d'un florilège de manifestations dont peu sont finalement relativement spécifiques, qui soient des phénomènes de repli, d'anxiété bien sûr, et dans ce domaine-là, en fonction de l'âge, on va voir surtout des anxiétés de séparation, avec une peur générée par la peur de se séparer de la personne atteinte, et de la mère en l'occurrence, avec ce sentiment aussi parfois de progressivement chez l'adolescent ou chez le préadolescent, de perte de l'estime de soi, de sentiment d'impuissance, de symptômes qui sont des symptômes sur d'effacement émotionnel, de perte de ressenti. On se protège, et ça c'est un facteur d'adaptation, c'est pas un facteur de résilience. C'est que l'enfant, comme l'adulte, apprend à se déconnecter émotionnellement de l'environnement. Et puis, bien sûr, de manifestations somatiques multiples. Ce qui est aussi particulier, c'est dans ces suites, et ce qui est observé, encore une fois, vous voyez que c'est un peu un inventaire que je vous propose, et je vais y aller vite, mais juste pour vous dire qu'il y a une relation à autrui qui se transforme, qui n'est pas forcément, voilà, qui va se transformer avec des interactions sociales qui deviennent inappropriées, de recherche de trop grande familiarité, ou à l'inverse, de distance trop importante, une réorganisation, une reconstruction des systèmes familiaux que je trouve aussi très, très importante, avec bien sûr souvent une anxiété de séparation vis-à-vis de la mère, qui est une anxiété de séparation insécure, c'est-à-dire que c'est à la fois la peur de perdre et la colère, c'est souvent une espèce de mélange ou d'oscillation entre la colère et la peur vis-à-vis de la mère, et puis vis-à-vis du père quand il est l'agresseur, bien sûr, là aussi de phénomènes de rejet et d'identification qui vont dépendre aussi du genre. Le garçon peut s'identifier au père agresseur par une peur du rejet. Enfin, on est dans des mécanismes qui sont, vous le voyez, bien en deçà sur le plan psychologique. Et puis ce qui est aussi connu chez les enfants, c'est les phénomènes de parentification, c'est-à-dire de venir en secours, en médiateur, et on sait qu'il y a des traumatismes indirects qui sont des enfants qui s'interposent dans la violence conjugale, qui viennent faire écran et qui bien évidemment sont soumis à ça. Alors, on en a un peu parlé, mais juste pour vous dire que ces mécanismes-là, ils sont importants à saisir, on les connaît, ils sont propres, ils ne sont pas propres à l'enfant, ils existent, mais l'enfant a probablement moins de capacité à résister à ces phénomènes qui sont des phénomènes très sous-corticaux, très peu mentalisés, qui sont ce qu'on appelle l'hyper-éveil, qui sont les processus d'adaptation à la menace, avec l'hyper-éveil et le modèle je combats ou je fuis, je suis, soit je fuis, soit je combats, et on sait qu'il y a des processus ou des systèmes neurobiologiques et endocriniens qui sous-tendent ces phénomènes-là, ou le phénomène de l'abandon et du freezing, qu'on va voir dans le début des phénomènes dissociatifs, qui est le désengagement, qui est la désafférentation, qui fait que ces enfants se désafférentent totalement du monde extérieur, pour se plonger dans leur monde intérieur, qui les protège. Et ces deux systèmes qui se mettent en place de façon d'ailleurs différente en fonction des enfants et en fonction des traumatismes. Vite, parce que c'est des banalités un peu que je vous dis, bien évidemment, je ne vous apprends pas grand-chose, mais parce que, encore une fois, c'est des questions, c'est qu'est-ce qui fait qu'un enfant, pourquoi soumis à des violences conjugales, il y en a qui vont s'en sortir, d'autres qui ne vont pas s'en sortir, quels sont les facteurs de risque. Alors, il y en a qui sont liés à l'intensité. C'est vrai et ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on voit des enfants qui développent des traumatismes dans des situations de violence qui ne sont pas forcément décrites comme extrêmement intenses. La répétition est sûrement un facteur. Lié à l'enfant, je crois que c'est un des enjeux importants. Il y a bien sûr l'attachement et les attentes par rapport à la personne agresseur et par rapport aux parents agressés. La notion d'attachement joue un rôle extrêmement important. Comment il s'est constitué auparavant, comment l'enfant a structuré sa sécurité dans les voies d'attachement et quelles sont les attentes qui peuvent être engagées dans ce domaine-là. Déjà, le soutien social extrafamilial. Les enjeux du développement cognitif, c'est que plus l'enfant a des outils pour pouvoir travailler une élaboration ou scénariser la perception, plus il peut mettre de mots sur ce qu'il a perçu comme sensation, et plus il va pouvoir se protéger d'événements traumatiques. Donc le développement cognitif, c'est l'âge, bien sûr, chronologique, mais c'est aussi le développement cognitif aussi au sens du développement des capacités intellectuelles qui peuvent être attaquées, notamment dans certaines situations que je connais bien, mais sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre, qui sont les problèmes des troubles neurodéveloppementaux, ou si on prend des situations comme le TDAH ou l'autisme, qui sont à la fois générateurs de violences
conjugale, parce que les parents d'enfants qui ont un TDAH ou un autisme sont plus soumis à des violences conjugales, qui sont aussi plus, eux, en tant qu'enfants, soumis à des violences de l'extérieur, de leur père, mais aussi de leurs parents, et qui ont beaucoup moins d'outils pour élaborer. On voit qu'il y a aussi un cycle, hein, qui est aussi le cycle de l'exposition. Certains enfants ont une vulnérabilité non seulement à être traumatisés par ce qui se passe, mais aussi ils s'exposent plus au traumatisme. Qui sont liés à la famille, bon, bien sûr que le niveau socio-économique, généralement, c'est clair, pas avoir un rond, c'est pas bon dans la vie, donc je vous invite tous à gagner beaucoup d'argent, parce que c'est en général un facteur qui sort, mais la nature de la parentalité, et puis les antécédents et le vécu même des problématiques d'abus, de maltraitance dans l'enfance chez les parents est un facteur qui joue sur l'impact qu'il y a sur l'enfant et la capacité de protection que peut avoir des parents sur cet impact-là. Et quand des mères ou des pères ont été eux-mêmes abusés pendant leur enfance ou témoins de choses, ils vont être moins protecteurs, ils vont moins créer cet écran protecteur nécessaire. Et puis je dirais, puisqu'on a la chance d'être avec vous aujourd'hui, que parfois il faut faire attention dans nos mesures. Hein, on est pris par notre bonne volonté, par notre humanité. On dit, allez, oula, faut le sortir. Et bien évidemment, on écrit au juge. Alors, on travaille beaucoup avec les juges des enfants et avec le parquet en charge des mineurs. Et puis, immédiatement, parce qu'ils n'ont pas le temps, on passe à des procédures de séparation, etc. Je crois qu'il faudra qu'un jour, on pose, parfois aussi même dans nos comportements, on va dire, qu'on considère comme soignants et indispensables, les choses qui entretiennent parfois le traumatisme. Hein. Il faut qu'on soit vigilant. Je pense que notamment dans les auditions d'enfants, on évoquait là récemment les auditions de soignants. Il y a un travail auprès des policiers, auprès des juges, de les aider, de les accompagner dans ce domaine-là, parce qu'on peut faire plus de mal, ou en tout cas entretenir. On ne crée pas le traumatisme, mais on peut l'entretenir. Je passe vite sur le devenir, je vais vite aller maintenant vers la fin, avant que notre président, dont la patience risque de s'émousser. Donc pour vous dire que le devenir, il est clair tout en même temps étant mal évalué, mais quand on prend ceux qui ont des comportements de violence domestique, 80% de ces personnes-là ont été eux-mêmes exposés aux violences domestiques. Quand on regarde il y a peu d'études de suivi, mais on voit qu'il y a des anomalies dans les fonctionnements. Il y a une chose qui m'a intéressé, qui a été faite par une équipe de psychos, là aussi en Angleterre, qui montre qu'il y a des rigidifications des comportements de genre, c'est-à-dire que les femmes sont plus femmes, les hommes sont plus hommes, au risque parfois de caricaturer, parce que là, il y a vraiment la confrontation au couple dans des fonctions parfois stéréotypées, et puis dans les liens avec des troubles, bien évidemment, le trouble de la personnalité, bien sûr, et je pense aussi au problème des troubles des conduites alimentaires, où on retrouve, quand on regarde en termes d'abus, de maltraitance physique, un nombre plus élevé. Ça, je vais passer vite, c'est juste deux études. Une étude qui est une étude en cours sur des adoptés roumains, qui montre qu'on peut empêcher ça en mettant en place des stratégies de rearing, comme on dit, c'est-à-dire d'éducation bienveillante, et qu'on s'est rendu compte que chez des enfants adoptés roumains, il y avait des stratégies qui permettaient de remettre en place, non pas d'effacer le traumatisme, c'est des enfants élevés dans des orphelinats, mais de faire en sorte que ça n'entrave pas, on n'efface pas l'histoire, mais on peut faire en sorte qu'elle n'entrave pas l'avancée vers l'avant. Et puis, on a parlé un tout petit peu d'épigénèse, c'est aussi de se dire qu'on parlait des traces, hein, de vous rappeler là que quand on regarde, ça c'est sur de la génétique, c'est sur l'expression d'un récepteur qui est le récepteur de la dopamine, du transporteur de la dopamine. Quand on voit les sujets qui ont été soumis à des conditions d'adversité, des enfants qui ont été soumis à des conditions d'adversité, ils vont exprimer des gènes ou une vulnérabilité génétique que ceux qui ont le même génotype ne vont pas exprimer quand ils n'ont pas été exprimés, quand ils n'ont pas été exposés à ces phénomènes. On parlait de traces. Cette trace, c'est un très joli article qui a été publié en 2009 qui montre que la trace, elle s'inscrit rapidement et qu'il y a une mémoire biologique de la violence.
On a une mémoire biologique. Cette entaille dont parle cette jeune fille, elle est inscrite dans une mémoire biologique. Cette mémoire, on la creuse avec le temps. C'est un très joli papier. On sait notamment que les récepteurs glucocorticoïdes, qui sont les hormones impliquées dans le stress, jouent. Et ce qui est intéressant, c'est un très joli travail que j'ai vraiment pas le temps de vous détailler, mais qui montre qu'il y a une transmission de cette mémoire. Et ça, c'est un truc étonnant. Il faut qu'on l'ait, nous, à l'esprit. C'est qu'une mère qui a été soumise à des stress, elle va transmettre la vulnérabilité au stress à ses petits. Là, bien sûr, c'est fait chez le rat. Chez la plupart des humains, il y a un gap important, pas forcément chez tous, mais en tous les cas, quelque chose qui rappelle que la trace, on doit aussi la travailler. Et vous voyez bien en amont du traumatisme. Je terminerai juste ici, voilà, juste pour vous dire, je ferai assez bien les propos d'un psychologue américain, Vygotsky, qui a beaucoup travaillé depuis longtemps sur la question du traumatisme chez l'enfant et qui dit faut savoir ce qu'est le trauma. Si tout est trauma, rien n'est trauma. C'est-à-dire qu'on a un enjeu encore aujourd'hui important. Et quelque chose, je crois que c'est Guillaume qui l'a dit ce matin, de se dire que le trauma, c'est pas seulement l'événement, c'est l'expérience de l'événement. Vous vous êtes rendu compte, on en discutait en aparté ce midi, il est clair que quand les Girondins prennent 3-0 à Lille, on n'a pas énormément d'attentes, donc on n'a pas de traumatisme, on a l'impression de faire match nul. Quand le LOSC prend 4 buts à Valence, bien évidemment, et Guillaume, tu as toute mon amitié dans ces circonstances difficiles pour toi. Et puis la question du silence, hein, il y a des films qui sont sortis, vous les connaissez, mais il y a aussi sur la question du silence, c'est-à-dire que si on ne pose pas la question, on n'a pas la réponse. Bon, c'est une chose qui est bien évidemment une évidence, mais qui rappelle qu'il faut trouver des stratégies pour que l'enfant qui ne va pas exprimer d'emblée le traumatisme. Voilà, j'ai fini. Je voudrais vous dire que c'est important, encore une fois, qu'il y ait des compétences de pédopsychiatrie dans le champ du psychotrauma, et que je trouve que ces centres qui sont en train d'être créés doivent allier ces compétences. Aujourd'hui, Thierry Bobet le sait bien, on est extrêmement sollicité chez l'enfant avec l'ASE, avec les MNA, avec les processus de migration, où la question du traumatisme est majeure, qu'on doit développer et qu'on peut apporter la compétence en termes d'outils développementaux, hein, d'être par rapport à ces questions-là, et d'où les enjeux aujourd'hui, en espérant qu'on laissera à nos enfants la capacité de l'imaginaire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention à la fois passionnante, palpitante et bien sûr le temps presse, on est obligé d'interrompre et merci d'avoir respecté le temps imparti, mais c'est vraiment extrêmement troublant. Ce témoignage était aussi extrêmement mobilisant et beaucoup de questions possibles, mais là on va aller vite aussi. Je laisse la parole à nos modérateurs. Oui, je vous remercie. Une petite question, parce que vous y avez plus ou moins déjà répondu, mais certains de nos juges aux affaires familiales, je dis bien certains, pas tous, peuvent parfois tenir le discours suivant, c'est-à-dire qu'un homme violent n'est pas un mauvais père ou n'est pas un père violent. Oui, un mari violent n'est pas un père violent. Alors encore une fois, sur l'exposition et notamment sur l'enfant témoin dont vous parliez, aujourd'hui, ce n'est pas toujours ce qu'on entend dans la justice. Ce que je crois simplement, alors bien évidemment, comme je vous le disais, c'est rare qu'on ait des violences qui soient... Enfin, c'est rare, ça arrive qu'on ait des violences purement centrées ou ciblées sur la mère ou sur l'épouse. Mais souvent, on a des violences domestiques qui partagent. Après, ce qui est plus compliqué, mais c'est un débat avec la justice et avec vous, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de lien. C'est ça, c'est quelle place pour le père... C'est vrai qu'il n'y a pas de lien. Et donc, c'est là où il faut commencer à être vigilant. C'est un lien strictement pathologique. C'est un lien strictement pathologique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de lien. Et donc, quand on va commencer à travailler ça du côté de la justice qui tranche, et qui a raison, parce que la loi doit rester la loi, on doit être, nous, vigilants dans l'accompagnement et les modalités de l'application de cette loi. C'est-à-dire que je crois qu'il faut, il faut faire très attention à ne pas faire l'amalgame entre coups et rejets ou désamour. Bon. Parce que parfois, l'amour peut être vache, ou le lien peut être... je ne le défends pas, mais je ne veux pas que vous vous mépreniez sur les propos, mais je crois qu'il faut qu'on soit vigilant sur... Après, probablement qu'aujourd'hui, c'est insuffisant, le travail qui est fait en collaboration entre la justice et les médecins et notamment les pédopsychiatres sur ces questions-là. Nous, dans le pôle, par exemple, on a mis des réunions qui ont lieu trimestriellement avec les juges des enfants pour parler de tout ça, pour échanger. Et je pense qu'aujourd'hui, on a aussi mis en place un DU avec la PJJ sur la question des adolescents difficiles. On est avec des fonctionnaires de police
parce qu'il y a besoin d'échanges, il y a besoin aussi de formation des deux côtés. C'est-à-dire que les médecins ont besoin de comprendre que la loi, c'est la loi. Et puis, parfois, on a envie que les juges ont envie de comprendre que la justice, elle tranche parfois dans des moments et qu'on doit être vigilant dans ces moments-là à ne pas rajouter du traumatisme au traumatisme, comme la police. J'avais à peu près la même question. En fait, moi, ce qui m'interpellait, c'était est-ce que finalement un homme violent, un agresseur, peut encore être un bon père, hein? C'est la question auquel vous avez en partie répondu qui m'interpellait. Dans votre intervention, elle est assez bouleversante, notamment dans les témoignages d'enfants, notamment dans cette capacité des enfants à croire que ça va changer, quoi, cette capacité on y croit, enfin il y a un peu d'espoir quand même, alors qu'il y a une multitude de traumatismes. Tous les enfants ne sont pas impactés de la même manière, j'imagine que ça dépend aussi de l'intensité, du milieu. Alors, j'ai pas eu le temps, bien évidemment, de revoir. Il y a les facteurs protecteurs. Hein, les facteurs protecteurs, on a vu le réseau social. Le niveau de développement cognitif reste un facteur protecteur. Les enfants qui sont un peu démunis dans leur capacité de compréhension du langage, d'expression linguistique, sont plus exposés, ils sont plus nus face à ce qui se passe. Le milieu familial va jouer à la fois au niveau, bien sûr, il y a le milieu où il y a le traumatisme, mais il y a quand même un milieu autour, disons, tant de grands-parents qui vont... Donc le support social, familial proche va jouer. Donc il y a des facteurs qui vont permettre de réduire un petit peu l'impact. Et quand on regarde, c'est vrai, mais les données sont extrêmement peu fiables. Je vous ai dit, c'est très sous-estimé en matière de référencement à des structures de soins. Mais un enfant sur deux exposé à la violence ne va pas relever de projet de soins non plus. Il ne faudrait pas qu'ils passent tous dans les unités de soins parce qu'ils n'en ont pas tous besoin. Donc il y a des facteurs de protection, et je crois que c'est sûrement dans les travaux de recherche aujourd'hui, avec nos collègues aussi adultes, parce qu'il faut les voir, faut les étirer dans le longitudinal, ces études-là, qu'on pourra essayer de mieux comprendre quels sont les facteurs. Alors, moi, j'aime pas trop, je sais que Thierry aime bien ce terme de résilience, parce que c'est de l'adaptation. On s'adapte à des environnements, y compris des environnements hostiles.